J'ai compris que quelque chose clochait, avant même d'ouvrir le portail. Ce n'était pas un détail précis, pas encore. C'était plutôt une absence. En plein mois d'août, dans une maison où ma mère laissait d'habitude les volets mi-clos, la radio allumée et l'odeur du café jusque dans l'entrée, tout semblait figé. Le jardin brûlait sous le soleil, les roses penchaient comme des têtes fatiguées, et pas un bruit ne venait de l'intérieur. Même les cigales paraissaient trop lointaines. J'aurais dû repartir, appeler, attendre une explication raisonnable. Mais parfois, le corps comprend avant l'esprit. Et avant de vous raconter la suite, abonnez-vous à Vengeance Froide, parce que chaque abonnement nous aide vraiment à continuer à produire des récits encore plus prenants, encore plus fouillés, et à faire vivre cette chaîne pour ceux qui aiment écouter jusqu'au bout. Ce jour-là, en posant la main sur la poignée brûlante, je ne savais pas encore que j'entrais dans la dernière journée de mensonges de ma propre famille. La maison sentait la chaleur enfermée. Pas la chaleur accueillante d'un été de province, non. Une chaleur morte, lourde, poussiéreuse, celle d'un endroit qu'on a fermé exprès. J'ai appelé ma mère, une fois, puis deux. Rien. J'ai avancé dans le couloir et j'ai vu, sur la table de la cuisine, un plateau vide, un verre renversé et un mot coincé sous le sucrier. Déjeuner en amoureux au bord du lac. Mamie dort, ne la réveille pas. Il n'y avait même pas de signature. Juste cette écriture rapide de ma mère, cette façon de tracer les lettres comme si le monde entier était obligé de lui faire confiance. Le mot m'a glacé, ce qui est absurde quand on a 40 degrés dehors. Parce que ma grand-mère, Lucienne, ne dormait jamais l'après-midi. Elle disait que dormir en plein jour, c'était laisser ses idées sans surveillance. J'ai traversé le salon, puis j'ai entendu un son. Pas un appel, pas un cri, juste un bruit minuscule, sec, comme quelqu'un qui essaie depuis trop longtemps d'économiser sa voix. Je me suis dirigé vers la véranda. Il l'avait installée là, pas dans sa chambre, pas près du ventilateur du couloir, pas là où le carrelage reste frais. Dans la véranda fermée, celle qui devient un four dès midi, elle était assise de travers dans un fauteuil en osier, la tête tombée sur l'épaule, les lèvres blanches, les cheveux collés au front. La carafe d'eau était posée sur une petite table à presque 1 mètre d'elle. Hors d'atteinte, ses doigts, tordus par l'arthrose, avaient laissé des traces sur l'accoudoir, comme si elle avait essayé de se hisser. J'ai lâché mon sac, j'ai couru vers elle, j'ai prononcé son prénom comme on attrape quelqu'un qui glisse. Ses paupières ont bougé. Elle m'a regardé sans me voir tout de suite, puis elle a soufflé quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai attrapé mon téléphone, appelé les secours, ouvert tous les battants, mouillé un torchon, cherché de l'ombre, de l'air, n'importe quoi. La voix, au bout du fil, me donnait des instructions calmes pendant que, moi, j'avais l'impression d'avoir du feu dans les veines. On m'a demandé depuis combien de temps elle était comme ça. Je n'en savais rien. Et c'est ce qui me rendait folle, parce que quelqu'un, lui, le savait forcément. Quand les secours sont arrivés, l'un des ambulanciers n'a même pas essayé de cacher son expression en voyant la véranda. Il a regardé la température affichée sur le petit thermomètre mural, puis ma grand-mère, puis moi. Il n'a rien dit, mais il n'avait pas besoin. On a installé de l'oxygène, relevé ses constantes, posé des questions. Elle a entrouvert les yeux pendant qu'on la soulevait sur le brancard. Et là, avec une voix si faible que j'ai dû me pencher jusqu'à sentir son souffle contre ma joue, elle a murmuré « Ne les laisse pas vendre la maison ». Ce n'était pas une plainte, ce n'était pas une phrase confuse de vieille dame épuisée, c'était un ordre. Dans l'ambulance, je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà de ça. J'avais cette sensation très nette d'être entré par accident dans une pièce où l'on venait de déplacer les meubles juste avant mon arrivée. Tout paraissait presque normal, mais rien n'était à sa place. Ma mère et son mari, Gérard, m'avaient répété pendant des mois que mamie allait bien, qu'elle avait juste ralenti, qu'elle oubliait un peu, qu'il fallait leur faire confiance, qu'ils géraient. Ils géraient tellement bien qu'ils étaient repartis déjeuner pendant une alerte canicule, en laissant une femme de 86 ans dans une véranda fermée. À l'hôpital, la médecin urgentiste a utilisé des mots propres, précis, professionnels.
Déshydratation sévère, coup de chaleur, état de fragilité aggravé, surveillance nécessaire. Puis elle m'a posé la question que je redoutais déjà. « Madame, votre grand-mère vit-elle seule avec de l'aide, ou est-elle sous la responsabilité quotidienne de proches ?» J'ai répondu la vérité. Elle vit chez ma mère. Et dans le silence qui a suivi, j'ai senti que la vérité venait de changer de nature. Ce n'était plus une situation familiale, c'était un dossier. Quelques heures plus tard, une assistante sociale est venue me parler. Pas agressive, pas froide, juste méthodique. Elle m'a demandé ce que j'avais vu, l'état de la pièce, l'absence d'eau accessible, la présence du mot, l'organisation de la maison. Je lui ai tout raconté, sans ajouter un mot de colère. J'avais grandi avec une mère capable de retourner n'importe quelle émotion contre vous. Alors j'ai donné deux faits. Le mot, la véranda fermée, le verre hors de portée, l'heure, la chaleur, l'absence totale de surveillance. L'assistante sociale a pris des notes, puis elle m'a demandé si ma grand-mère avait déjà évoqué des pressions liées à son patrimoine. Je me suis figé. Le patrimoine. Chez nous, ce mot planait depuis des années, sans jamais se poser franchement. Il y avait la maison, ancienne bâtisse de famille dans le Beaujolais, quelques terres louées à un voisin, et surtout le souvenir de mon grand-père, mort depuis 8 ans, qui répétait que cette maison ne devait jamais finir dans les mains de quelqu'un qui compte les pièces avant les gens. À l'époque, je croyais qu'il parlait en proverbe. Maintenant, je comprenais qu'il parlait de Gérard. Ma grand-mère s'est réveillée en fin de soirée, moins faible, plus lucide surtout. Je me suis assise près d'elle, et pendant un moment, elle m'a seulement regardé, comme si elle vérifiait que j'étais venu seul. Puis, elle a dit « Ils ont cru que j'allais céder avant la fin de l'été. » J'ai attendu. Elle reprenait son souffle entre chaque phrase. « Ta mère a laissé Gérard s'occuper des papiers. Au début, c'était pour les factures, puis pour la banque, puis pour le notaire. Toujours avec le même discours, simplifié, sécurisé, anticipé. Quand on veut te voler doucement, on commence par des verbes rassurants. » Je n'oublierai jamais cette phrase. Elle m'a expliqué que depuis des mois, on lui mettait des documents sous le nez en prétendant qu'il s'agissait d'autorisations banales, qu'elle signait moins qu'avant, justement parce qu'elle se méfiait, que Gérard avait commencé à s'agacer, que ma mère répétait qu'à son âge, il fallait penser à la transmission intelligemment. La transmission, intelligemment. Je les entendais presque. Le ton, posé, les mots propres, la brutalité enveloppée dans du velours. Je n'ai pas signé ce qu'ils voulaient, a-t-elle soufflé. Alors ils ont changé de méthode. J'ai senti mon ventre se serrer. Quelle méthode? Elle a fermé les yeux quelques secondes. Me fatiguer, me rendre dépendante, me faire passer pour confuse et me convaincre que je serais mieux en maison de retraite pendant qu'eux régleraient le reste. Le reste, c'était donc ça. Pas juste une négligence monstrueuse, une stratégie. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait rien dit plus tôt. Elle a tourné la tête vers la fenêtre noire. Parce que ta mère reste ma fille, et qu'on met parfois trop longtemps à admettre qu'un enfant peut devenir quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. Puis elle a ajouté, plus bas, et parce que j'attendais d'être sûre. Elle l'était. Elle m'a parlé d'une enveloppe cachée, pas dans sa chambre, pas dans le bureau, trop évident, dans l'ancienne salle à couture de ma grand-mère, devenue débarras aux yeux des autres, derrière une boîte de patron jaunie que Gérard n'avait jamais pris la peine d'ouvrir. À l'intérieur, il y avait des copies du testament, des relevés, des lettres, et surtout, un courrier d'un notaire que ma mère m'avait assuré ne plus exercer pour la famille depuis longtemps. Ma grand-mère avait gardé tout ça parce qu'elle savait une chose simple. Les gens avides fouillent toujours ce qu'ils considèrent comme important. Ils négligent le reste. Le lendemain matin, je suis retourné à la maison. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas prévenu ma mère. Je n'ai pas joué à la loyauté. J'ai garé ma voiture sous le tilleul, pris des photos avant d'entrer, puis d'autres en franchissant le seuil, la véranda, le fauteuil, le thermomètre, le plateau vide, le mot sur la table. Cette fois, j'ai tout documenté. Je ne cherchais plus à comprendre, je cherchais à prouver. Dans la salle à couture,
L'odeur du tissu ancien était restée la même que dans mon enfance. C'est ça qui m'a presque fait vaciller. La banalité du décor. Les gens imaginent que les trahisons ont des décors exceptionnels. En réalité, elles se cachent derrière des rideaux fanés et des boîtes à boutons. J'ai trouvé l'enveloppe, là où elle me l'avait dit, épaisse, lourde, mieux rangée qu'aucun des documents officiels que j'avais vus chez ma mère depuis des années. Dedans, il y avait plus que je ne pensais. Des copies de courriers bancaires montrant des virements inhabituels vers un compte que je ne connaissais pas. Un brouillon de mandat de protection future, jamais signé. Une lettre du notaire, alertant sur l'urgence d'un entretien, en l'absence des tiers habituels. Et surtout une page écrite de la main de ma grand-mère. Pas une plainte, un témoignage daté, précis, presque clinique, où elle racontait les pressions, les mensonges, les tentatives d'isolement, les phrases prononcées mot pour mot. À la fin, elle avait ajouté « Si l'on lit ceci, c'est que j'ai eu raison de ne pas leur faire confiance. Je n'ai toujours pas crié. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas appelé ma mère pour lui hurler qu'elle était devenue pire que ce qu'elle prétendait combattre. La vraie vengeance, ce jour-là, n'avait rien de spectaculaire. Elle a commencé par des photocopies, des scans, des mails envoyés au bon moment, aux bonnes personnes, l'assistante sociale, le notaire, la banque, puis un avocat recommandé par le notaire, spécialiste de la protection des personnes vulnérables. En moins de 6 heures, ce que Gérard croyait être un arrangement familial discret devenait un enchaînement de procédures qu'il ne contrôlait plus. Ils sont rentrés en début de soirée, bronzés, détendus, avec ce visage des gens persuadés que les autres vont encore se taire. Ma mère a franchi la porte la première, puis elle m'a vue assise dans la cuisine, toutes les copies rangées devant moi. Je me souviens très bien du silence qui a suivi. Pas un silence vide, un silence qui comprend. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardée sans me lever. « J'attends que tu m'expliques pourquoi mamie était seule dans la véranda. » Elle a commencé par l'indignation, puis par la minimisation, puis par l'offense, le trio classique. Elle a dit que j'exagérais, qu'il faisait moins chaud ce matin-là, qu'elle avait laissé de l'eau, que mamie était têtue, qu'on ne pouvait jamais rien faire correctement avec les personnes âgées. Gérard, dit lui, a gardé son calme de comptable de catastrophe. Il s'est servi un verre d'eau, s'est assis, et m'a demandé si j'avais conscience de la gravité de mes accusations. Alors j'ai posé devant eux la copie du témoignage de ma grand-mère, puis le courrier du notaire, puis les relevés bancaires, puis la confirmation écrite que la banque suspendait provisoirement certains mouvements en attendant vérification. Le visage de Gérard a changé avant celui de ma mère. C'est toujours celui qui calcule qui comprend le premier quand les chiffres se retournent contre lui. « Vous n'auriez jamais dû fouiller dans ses affaires », a-t-il dit. Je crois que c'est à cet instant précis que j'ai cessé de le considérer comme un être humain compliqué pour le voir, pour ce qu'il était. Quelqu'un qui croyait encore avoir un droit naturel sur le corps, l'argent et la peur des autres. Ma mère s'est mise à pleurer. Pas de remords, pas de honte, des larmes de panique. Elle répétait qu'elle avait voulu arranger les choses, que Gérard s'occupait de tout, qu'elle ne pensait pas que ça irait si loin. Cette phrase aussi, je ne l'oublierai jamais. Les gens disent souvent qu'ils ne pensaient pas que ça irait si loin, comme s'ils n'avaient pas eux-mêmes poussé jusqu'au bord. Je leur ai annoncé calmement que ma grand-mère restait à l'hôpital, qu'un signalement avait été fait, que le notaire avait été recontacté, que leur version des faits ne suffirait plus. Gérard a essayé une dernière carte. Il a pris ce ton grave des hommes qui confondent autorité et intimidation. « Tu détruis ta famille ?» Je lui ai répondu « Non, je l'arrête avant qu'elle détruise ce qu'il en reste. » La suite n'a pas été rapide, mais elle a été nette. L'enquête a établi des manquements graves, des pressions financières, des tentatives d'obtenir des signatures en contexte de vulnérabilité. Ma grand-mère a quitté définitivement la maison, pas pour un établissement, comme il le prévoyait, mais pour un petit appartement, adapté près de chez moi,
avec une aide à domicile qu'elle a elle-même choisie. Le notaire a sécurisé son testament. Les comptes ont été réorganisés. Les terres sont restées à son nom. Et la maison, celle qu'il voulait en vendre morceau par morceau, avant même son dernier souffle, a été placée hors de leur portée. Ma mère m'a écrit plusieurs fois, des messages longs, pleins de justifications, de souvenirs d'enfance brandis comme des tickets de pardon. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'avais rien à dire, parce que j'avais enfin compris que certaines vérités ne servent plus à réparer, seulement à nommer correctement ce qui a été fait. Quant à Gérard, il a perdu ce qui comptait le plus, pour lui, l'accès à l'argent, aux signatures, au décor, à cette illusion de maîtrise qui lui donnait l'air important. Il n'y a pas eu de scène de film, pas de gifle, pas de vengeance grandiose au milieu d'un repas de famille. Il y a eu quelque chose de plus froid, de plus durable, la lumière allumée partout où il préférait l'ombre. Quelques mois après, ma grand-mère s'est assise dans sa nouvelle cuisine, un plaid sur les genoux, une vraie carafe d'eau à portée de main. Elle m'a regardé avec son air sec de femme qui a survécu à plus d'une époque. Puis elle a dit « Tu sais, la vengeance la plus propre, ce n'est pas de faire souffrir, c'est d'empêcher de nuire. » J'ai souri, parce qu'elle avait raison, comme souvent. Mais au fond de moi, je savais aussi autre chose. Il existe des trahisons qui ne se terminent jamais tout à fait. Elles changent seulement de place. Elles cessent d'habiter la maison. Elles cessent de s'asseoir à table. Elles cessent d'avoir votre silence. Et depuis ce jour-là, chaque fois qu'on me demande comment j'ai pu faire tomber tout un mensonge familial sans éclat, je repense à cette véranda, à cette chaleur impossible, à cette carafe placée juste un peu trop loin. La cruauté, dans certaines familles, ne se présente pas avec des cris. Elle se présente avec des mots polis, des signatures préparées, des déjeuners en amoureux et des excuses prêtes à l'avance. Elle compte sur votre gêne, sur votre besoin de préserver les apparences, sur cette vieille idée absurde qu'il faut protéger la famille, même quand la famille ne protège plus personne. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que je reviendrais ce jour-là. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ma grand-mère tiendrait assez longtemps pour parler. Et ce qu'ils n'avaient surtout pas prévu, c'est qu'une femme qu'ils croyaient fatiguée avait eu la lucidité de laisser derrière elle exactement ce qu'il fallait pour les arrêter. Ils pensaient préparer une vente. En réalité, ils avaient préparé leur propre chute.